Sénèque, lettre 113. Si les vertus sont des êtres animés, absurde question. Suivre la vertu sans espoir de récompense. Tu désires que je te mande mon avis sur cette question agitée dans notre école. La justice, le courage, la prudence et les autres vertus sont-elles animées ? Par ces subtilités, cher Lucilius, nous donnons lieu de croire que nous exerçons notre esprit sur des choses vaines, et que nous usons nos loisirs en disputes qui restent sans fruit. Je satisferai ton désir et t'exposerai l'opinion de nos maîtres, mais ma pensée est autre que la leur, je le proteste. Selon moi, certaines assertions ne conviennent qu'à gens portant chaussures et manteaux grecs. Voici donc ce qui a tant ému les anciens sophistes. Ils tiennent pour constant que l'âme est animale, vu que par elle nous sommes animaux, et que tout ce qui respire a tiré d'elle ce nom. Or, la vertu, n'étant autre chose que l'âme modifiée d'une certaine façon, est conséquemment animale. De plus, la vertu agit. Agir ne se peut sans mouvement spontané. Si elle a ce mouvement que l'animal seul peut avoir, elle est animale. Mais, dit-on, si elle est animale, la vertu possédera la vertu. Pourquoi ne se posséderait-elle pas elle-même ? Le sage fait tout par la vertu, la vertu tout par elle-même. Ainsi donc, tous les arts aussi sont des animaux, et encore toutes nos pensées, tout ce qu'embrasse notre esprit. Il s'ensuit que plusieurs milliers d'animaux logent dans l'étroite cavité de notre cœur, et que nous sommes, ou que chacun renferme en soi plusieurs animaux. Tu demandes quelle réponse on fait à cela ? Chacune de ces choses sera animale, et il n'y aura pas plusieurs animaux. Comment ? Le voici. Mais prête-moi toute la sagacité, toute l'attention de ton esprit. Chaque animal doit avoir une substance à part. Tous ont une âme qui est la même. Ils peuvent donc exister comme isolés, non comme plusieurs à la fois. Je suis en même temps animal et homme, sans qu'on puisse dire que je sois deux. Pourquoi ? C'est qu'il devrait pour cela y avoir séparation. C'est que l'un doit être distinct de l'autre pour qu'il fasse deux. Tout ce qui est en un seul est multiple, tombe sur une seule nature. Il est un. Mon âme est animale, moi aussi. Cependant, nous ne sommes pas deux. Pourquoi ? Parce que mon âme fait partie de moi. On la comptera par elle-même pour quelque chose quand elle subsistera par elle-même. Tant qu'elle sera membre d'un tout, on ne pourra y voir rien de plus. Et la raison, c'est que pour être quelque autre chose, il faut être à soi, comme individu, comme complet, comme absolument soi. J'ai déjà déclaré que cette opinion n'est pas la mienne, car qu'on l'admette, non seulement les vertus seront animaux, mais encore les vices et les affections opposées, colère, crainte, chagrin, méfiance. Les conséquences iront même au-delà. Point d'opinion, point de pensée qui ne soit animal. Ce qui sous aucun rapport n'est admissible. N'est pas homme tout ce qui est le fait de l'homme. On dit, qu'est-ce que la justice ? C'est l'âme disposée de certaines manières. Partant, si l'âme est animale, la justice l'est aussi. Point du tout. Cette justice est une manière d'être, une faculté de l'âme. Cette même âme se modifie sous diverses formes et n'a pas un autre animal chaque fois qu'elle fait autre chose. Et tout ce qui procède d'elle n'est point animal. Si la justice, si le courage, si les autres vertus sont animaux, cessent-elles par moments de l'être pour le redevenir ou le sont-elles constamment ? Les vertus ne peuvent cesser d'être vertus. Il y aura donc un nombre infini d'animaux qui habiteront cette âme. Non pas, me répond-on, ils se rattachent à un seul et ils sont partie et membres d'un seul. L'image que nous nous figurons de l'âme est donc comme celle de l'hydre aux 100 têtes, dont chacune combat à part et à toute seule sa force malfaisante. Or aucune de ces têtes n'est un animal, c'est une tête de l'hydre, et cette hydre constitue l'animal. Personne ne dira que dans la chimère, le lion ou le serpent fut un animal. Ils en faisaient partie,
Mais les parties ne sont point des animaux. Pourquoi donc en conclure que la justice est animale? Elle agit, dites-vous, elle est utile. Et ce qui agit, ce qui est utile, a du mouvement. Or ce qui a du mouvement est animal. Cela est très vrai, si ce mouvement est spontané. Mais ici il est emprunté et vient de l'âme. Tout animal jusqu'à sa mort est ce qu'il a commencé d'être. L'homme jusque-là est homme, le cheval, cheval, le chien reste chien, et il ne saurait se transformer en autre chose. La justice, c'est-à-dire l'âme disposée d'une certaine manière, est un animal. Je veux le croire. Le courage encore, ou l'âme modifiée d'une autre sorte, est un animal. Mais quelle est cette âme? Celle qui tout à l'heure était justice? Elle est concentrée dans le premier animal. Passer dans un autre lui est interdit. Il faut qu'elle reste jusqu'au bout où elle s'est d'abord établie. D'ailleurs, une seule âme ne peut appartenir à deux animaux, encore moins à un grand nombre. Si la justice, le courage, la tempérance et les autres vertus sont autant d'animaux, comment n'aurait-il qu'une âme pour tous? Il faut que chacun ait la sienne, ou ce ne sont plus des animaux. Un seul corps ne peut être à plusieurs animaux. Nos sophistes eux-mêmes l'avouent. Quel est le corps de la justice? L'âme. Et celui du courage? La même âme. Cependant, le même corps ne peut renfermer deux animaux. C'est, dit-on, la même âme qui revêt la forme de justice et de courage et de tempérance. Cela serait possible si dans le même temps qu'elle est justice, elle n'était pas courage. Si dans le temps qu'elle est courage, elle n'est pas tempérance. Mais ici, toutes les vertus existent simultanément. Comment donc seront-elles chacune autant d'animaux avec une seule âme qui ne peut constituer plus d'un animal? Enfin, aucun animal ne fait partie d'un autre. Or la justice fait partie de l'âme. Ce n'est donc pas un animal. Mais ce me semble, je perds ma peine à démontrer une chose avouée. Il y a de quoi se dépiter ici plutôt que matière à discuter. Nul animal n'est pareil à un autre. Considère-les tous. Il n'en est point qui n'ait sa couleur propre, sa figure, ses proportions à lui. À tous les traits qui rendent si admirable le génie du céleste ouvrier, j'ajouterai encore que dans ce nombre infini de créations jamais il ne s'est répété. Les choses mêmes qui paraissent semblables, rapprochées, se trouvent différentes. De tant d'espèces de feuilles, pas une qu'il n'ait spécialement caractérisée. De tant d'animaux, pas un dont la forme soit exactement celle d'un autre. Toujours il y a quelques nuances. Il s'est astreint à mettre dans tout ce qui est autre et dissemblance et imparité. Toutes les vertus, comme vous dites, sont pareilles, donc elles ne sont pas animales. Point d'animal qui ne fasse par lui-même quelque chose. Or la vertu par elle-même ne fait rien qu'avec l'homme. Tous les animaux sont ou raisonnables comme les hommes, comme les dieux, ou irraisonnables comme les bêtes sauvages ou domestiques. Mais les vertus certes sont raisonnables. Or elles ne sont ni hommes ni dieux, elles ne sont donc pas animaux. Tout animal raisonnable ne fait rien sans qu'une image quelconque l'y ait excité d'abord, puis le voilà qui se meut, mouvement confirmé ensuite par l'assentiment. Quel est cet assentiment? Le voici. Il faut que je me promène. Ce n'est qu'après m'être dit cela et avoir approuvé mon idée qu'enfin je me promène. Faut-il que je m'assieds? J'arrive de même à m'asseoir. L'assentiment à de tels actes n'a pas lieu dans la vertu, car, admettons que la prudence soit un animal, comment se dira-t-elle avec assentiment? Il faut que je me promène? Sa nature ne le comporte pas, car la prudence prévoit pour celui qui la possède, non pour elle. Elle ne peut ni se promener, ni s'asseoir. Elle n'a donc pas d'assentiment, et qui n'en a pas n'est pas animal raisonnable. La vertu, si elle est animale, est raisonnable. Elle n'est pas animal raisonnable, elle n'est donc pas animale. Si la vertu est animale et que tout bien soit vertu, tout bien est animal. Nos stoïciens l'avouent. Sauver son père est un bien. Opiner sagement au Sénat est un bien. Rendre exacte justice est un bien. Donc,
Sauver son père est un animal, opiner sagement est un animal. La conséquence ira si loin qu'on ne pourra s'empêcher de rire. Se taire prudemment est bien. Bien souper est un bien. Ainsi, se taire et souper sont des animaux. Eh bien, soit. Appuyons toujours et divertissons-nous de ces subtiles inepties. Si la justice et le courage sont des animaux, sans doute ce sont des animaux terrestres. Tout animal terrestre a froid, a faim, a soif. Donc la justice a froid, le courage a faim, la clémence a soif. Et encore, ne puis-je demander quelle figure ont ces animaux? Celle d'un homme, d'un cheval, d'une bête sauvage? Leur donne-t-on comme à Dieu la forme ronde? Je demanderais si l'avarice, la mollesse, la démence sont rondes pareillement, car elles aussi sont des animaux. Les arrondit-on à leur tour? Je demanderais si une promenade faite avec prudence est animale ou non. Nécessairement on l'avouera, et on dira que la promenade est un animal et qu'il est de forme ronde. Ne crois pas au reste que parmi les nôtres je sois le premier qui ne parle pas comme le maître et qui ait mon opinion à moi. Cléante et son disciple Chrysippe ne sont pas d'accord sur ce que c'est la promenade. Cléante dit « Ce sont des esprits mis en mouvement du siège de l'âme jusqu'aux pieds ». Selon Chrysippe, c'est l'âme elle-même. Et pourquoi, à l'exemple de ce même Chrysippe, ne pas en appeler à son propre sens? Ne pas rire de ces multitudes d'animaux que le monde ne pourrait contenir? Les vertus, dit-on, ne constituent pas plusieurs animaux, et sont pourtant des animaux. Un homme est poète et orateur, et cependant n'est qu'un seul homme. Ainsi ces vertus sont des animaux, mais n'en sont pas plusieurs. C'est chose identique que l'âme est l'âme juste et prudente et courageuse, c'est-à-dire ordonnée selon chacune de ses vertus. La question s'évanouit. Nous voilà d'accord. Moi aussi j'avoue pour le moment que l'âme est animale, sauf à voir plus tard qu'en penser, mais que ses actions soient animaux, je le nie. Autrement, toutes nos paroles, tous les vers des poètes seraient animaux. Si en effet un discours sensé est un bien et que tout bien soit un animal, un discours sera un animal. Un bon vers est un bien, or tout bien est animal, le vers est donc animal. Ainsi, je chante les combats et ce héros. Voilà un animal. Et l'on ne dira pas qu'il est rond, car il a 6 pieds. Tout cela en conscience te paraît pur entortillage. J'éclate de rire quand je me figure qu'un solécisme est un animal, ainsi qu'un barbarisme, un syllogisme, et que je leur assigne comme un peintre des traits qui leur conviennent. Voilà sur quels objets nous discutons, les sourcils froncés, le front plissé de rides. Je ne saurais dire ici avec Cécilius, ô tristes inepties, car elles sont risibles. Que ne traitons-nous plutôt quelque utile et salutaire question? Que ne cherchons-nous comment on parvient aux vertus et quelle route nous y mène? Apprenez-moi, non si le courage est un animal, mais qu'aucun n'est heureux sans le courage, s'il ne s'est affermi contre les coups du sort, s'il n'a, dans sa pensée, dompté toutes les disgrâces en les prévoyant avant qu'elles n'arrivent. Qu'est-ce que le courage? L'inexpugnable rempart de l'humaine faiblesse, au moyen duquel on entoure d'une sécurité permanente cette vie tant assiégée. Car alors on use de sa propre force, de ses propres armes. Je veux ici te citer une sentence du stoïcien Posidonius. Garde-toi de croire que jamais tu doives ta sûreté aux armes de la fortune. C'est des tiennes qu'il faut te servir contre elle. Ce n'est pas elle qui en donne. Et si bien armé qu'on soit contre tout ennemi, contre elle, on est sans défense. Alexandre portait chez les Perses, chez les Hyrcaniens, chez les Indiens, chez toutes les nations orientales jusqu'à l'océan, la dévastation et la fuite. Mais lui-même, après le meurtre de Clitus, après la mort d'Hépheston, s'ensevelissait dans les ténèbres, pleurant tantôt son crime envers l'un, tantôt la douloureuse perte de l'autre, et le vainqueur des peuples et des rois succombait à ses fureurs et à ses chagrins. C'est qu'il avait tout fait pour subjuguer l'univers plutôt que ses passions.
Oh, quelle profonde erreur captive ces mortels, qui, jaloux d'étendre leur domination au-delà des mers, mettent leur suprême bonheur à envahir par leurs soldats force province, à entasser conquête sur conquête, ne sachant pas quelle est cette autre royauté immense qui nous égale aux dieux. L'empire sur soi-même est plus grand de tous les empires. Qu'on m'enseigne quelque chose sacré. Quelle chose sacrée est la justice, qui n'a en vue que le droit d'autrui, qui n'attend d'elle-même d'autre prix que ses propres œuvres, qu'elle n'ait rien de commun avec l'intrigue et l'opinion, qu'elle ne plaise qu'à elle seule, qu'avant tout chacun arrive à se dire « Je dois être juste, sans intérêt ». C'est peu encore qu'ils se disent « Je veux pour cette vertu si belle me sacrifier, et me sacrifier avec plaisir, que toutes mes pensées se détournent le plus possible de mes avantages privés. » Ne regarde pas quel salaire obtient ton acte de justice. Un acte injuste est mieux payé. Pénètre-toi aussi du principe que je rappelais tout à l'heure. Il n'importe point de quel grand nombre de gens ton équité sera connue. Quiconque veut qu'on publie sa vertu, travaille non pour sa vertu, mais pour la gloire. Tu refuses d'être juste sans gloire ? Oh, certes, plus d'une fois tu devras l'être au prix de ta réputation. Et alors si tu es sage, une mauvaise renommée, pour avoir bien fait, n'est pas sans douceur.